Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, pour nous accompagner, mon complice François Codet. Bonjour François. Bonjour Christophe. Vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble, on parle. On va parler du marché de l'immobilier et ensuite on répondra un peu plus tard à une question de l'internaute sur Davos. Forum de Davos. Et puis c'est une émission chorale aujourd'hui avec de nombreux invités et une actualité dense. Nous reviendrons notamment sur la nouvelle antenne grenobloise de l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique, qui veut donner toute sa chance de pouvoir créer son entreprise à tout le monde, même sans capital, même sans diplôme, à condition d'être bien conseillé et bien accompagné. À Échirolles, les compagnons du Tour de France, eux, forment chaque année des centaines de jeunes. Un apprentissage exigeant qui conduit à l'excellence en alliant gestes traditionnels et modernité des pratiques. Et puis en matière d'économie, s'adapter et innover, c'est préparer l'avenir. On le dit souvent ici dans Alpes Décideurs. Eh bien, c'est aussi une condition de la survie pour l'activité commerçante dans nos centres-villes. Comment s'opère cette mutation à Grenoble ? On verra cela avec le président de La Belle Ville. Et puis enfin, focus en altitude à l'Alpe d'Huez. Nous nous pencherons sur le modèle économique d'une station de montagne. En jeu, des milliers d'emplois dans un secteur des loisirs de plus en plus concurrentiel et confronté à des défis majeurs. Un problème de logement, secteur de la construction en panne. Comment va le marché de l'immobilier ? Il a connu 2 années de turbulence entre remontée des taux, reprise fragile et incertitude politique. Alors on est à l'aube de 2026. Comment se porte, François, ce marché de l'immobilier en France ? Alors on pourrait, c'est normal en cette saison de faire un petit retour sur 2025, qui a été une année de très très léger rebond, mais vraiment très léger. Qu'est-ce qu'il y a eu des incertitudes, vous l'évoquiez, politiques et économiques, qui peuvent refroidir certains particuliers qui auraient voulu se lancer dans un projet de long terme. Il y a eu une petite hausse des taux en fin d'année, mais je ne pense pas que ce soit le facteur principal. Il y a eu aussi une hausse des droits de mutation. Parce qu'il a fallu compenser pour certaines communes, notamment les sujets de taxes d'habitation. Donc il y a eu quelques hausses là-dessus. Donc tout ça, ça a donné des prix qui se sont stabilisés aux alentours de plus 1%. Alors suivant les régions, évidemment, il y a des variations, mais les prix sont restés stables. Les transactions ont un petit peu augmenté quand même par rapport à 23-24, plus 10% à peu près, notamment dans l'accession. Et assez peu dans le logement locatif, on y reviendra tout à l'heure. Les permis de construire ont aussi un peu augmenté. Alors on part d'un niveau très très bas, à peu près plus 25%. Par contre, les mises en chantier, elles n'ont augmenté que de 10%. Alors l'écart, c'est simplement quand il y a un permis de construire, un promoteur, pour lancer son opération, il faut qu'il ait déjà commercialisé un certain nombre de lots, ce qu'on appelle la pré-commercialisation. S'il a le permis mais qu'il n'a pas la pré-commercialisation, il ne lance pas. Donc il y a ce décalage. Donc c'est un peu moins pire, on va dire, qu'en 23-24, un léger rebond avec des prix qui se stabilisent et une reprise qui reste quand même très molle. Mais plus 10% quand on part d'un niveau très bas, ça reste faible quand même. Et de toute façon inférieur aux besoins de logement. On parle toujours des 400-500 000 logements annuels nécessaires en France pour loger dignement la population. Et on en est péniblement à la moitié, quoi. Et si on regarde un peu pour 2026, est-ce qu'on peut parler de cette stabilisation reprise ? C'est ce qu'on espère. On ne parle pas encore de reprise. D'une stabilisation probablement. Alors les prévisions, je vous donnerai des chiffres plus précis début 2027 sur l'année 2026. Mais ce qui est à peu près le consensus, c'est que les taux devraient continuer un petit peu à monter. Donc ça aide pas parce que forcément ça désolvabilise certains emprunteurs et les prix, on s'attend à une stabilité et les mises en chantier aussi. Donc les promoteurs et puis nous dans nos prévisions de banquiers, de financeurs,
on prévoit un niveau à peu près du même montant que l'an dernier. Alors précisément, côté crédit immobilier, ça donne quoi? Alors crédit immobilier, on en a fait un peu plus en 25 qu'en 24, grosso modo au niveau français. Alors quand on parle de crédit, c'est les nouveaux crédits immobiliers, plus 30%, avec des taux qui étaient en 25 plus bas qu'en 24, mais qui sont en train de remonter, et beaucoup de primo-accédants, de gens qui achètent pour la première fois, avec un dossier sur deux. Par contre, on s'attend effectivement à un essoufflement de cette hausse. De toute façon, s'il y a moins de transactions, il y a moins de crédit, tout ça est lié. Alors, suivant les économistes, on est entre 0 et moins 5%, on verra bien. On va dire une forme de stagnation. J'espère qu'on s'est trompé. Parce que c'est un sujet... Non, mais c'est un sujet économique, bien sûr. Ça fait tourner tout un écosystème, mais c'est aussi beaucoup un sujet social et sociétal. Quand on est mal logé, ou qu'on ne peut pas se loger comme il faudrait, c'est des projets de vie, souvent de déménagement pour un emploi, d'avoir un enfant, qui sont remis en cause, et c'est aussi fondamentalement un sujet sociétal. Alors parlons du marché privé, pour les bailleurs privés qui sont devenus un sujet central, à quoi on peut s'attendre? Alors c'est en train d'évoluer un petit peu la population des bailleurs privés. Traditionnellement, il y avait beaucoup de bailleurs privés qui avaient un bien qui louait. De plus en plus, c'est quelque chose qui a tendance un peu à se professionnaliser, entre guillemets, ou à devenir un peu plus de spécialistes. C'est-à-dire des gens qui ont 3, 4, 5 biens, qui le mettent en gestion, souvent dans des agences ou auprès de tiers, parce qu'ils n'ont pas envie de s'en occuper au quotidien. Donc, ils délèguent de plus en plus. Et ils cherchent vraiment la rentabilité locative, plus qu'une époque où on se disait finalement la rentabilité locative n'a pas grande importance, puisque je ferai une plus-value à sortie. Cette vision-là est en train de changer un petit peu en disant la plus-value, c'est pas du tout sûr. Donc il faut que j'ai une rentabilité au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est quand même un marché qui a été un peu arrêté. Maintenant on va voir, il y a un nouveau dispositif, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le dispositif Jeanbrun, qui est pour les immobiliers neufs ou avec des très gros travaux, mais des travaux 30% de la valeur du bien. Donc c'est vraiment des gros travaux qui permet, sous conditions de loyer, donc avec des loyers un peu encadrés, aux propriétaires d'amortir ces biens. Et quand on amortit le bien, c'est très fiscal. Ça crée un déficit fiscal et donc ça crée une économie d'impôt. Donc ça, c'est quelque chose qui était attendu. Vous savez qu'il y a eu les dispositifs Pinel et autres avant. Tout ça est fini. Maintenant, il y a le nouveau dispositif Jeanbrun qui arrive. Donc on espère que ça va relancer un petit peu cette volonté de quelques particuliers d'investir dans du locatif et dans des zones avec des loyers relativement modérés et encadrés. Bon, en conclusion, François, je sens quand même que tout ça est très fragile. Tout ça est très fragile et dépend beaucoup. L'immobilier, c'est du long terme. Donc le long terme, c'est une question de confiance aussi dans l'avenir. Voilà. Maintenant, il y a eu des annonces gouvernementales récentes en disant vraiment il faut qu'on arrive à construire les 500 000 logements, à accélérer les procédures. Il y a un vrai sujet entre j'ai un projet quand on veut construire un immeuble et je pose la première pierre, quelquefois il y a 5 ans. Donc il faut absolument qu'on arrive collectivement pour des raisons à la fois économiques et sociales. Voilà. Donc moi je suis plutôt optimiste parce que je me dis que dans un marché où il y a des besoins, à un moment donné, le marché il va se réguler avec le besoin. Voilà. Maintenant, j'espère que le plus tôt sera le mieux. Merci François. Bon, moi j'entends un équilibre fragile pour l'immobilier en 2026. Allez, on va dire une année au moins de pause. Tout le monde a droit à l'initiative économique. C'est en partant de ce principe que l'ADI accompagne les porteurs de projets. L'association soutient l'initiative entrepreneuriale en conseillant, en suivant et même en finançant ceux qui veulent se lancer dans l'aventure de l'entreprise. En 2025, 3000 entrepreneurs ont ainsi été accompagnés en Auvergne-Rhône-Alpes, près de 600 ici en Isère. On fait le point avec deux invités. Benoît Prudhomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations à l'ADI en Auvergne-Rhône-Alpes et Céline Roland, bonjour. Bonjour. Vous avez vous-même bénéficier des services de l'ADI. L'ADI, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique qui est présente, Benoît, partout en France? Partout en France. Il y a 200 agences, en fait, dans toute la France. Dans notre région, il y en a 28 et on a la chance en Isère d'en avoir une 4e qui vient d'ouvrir 1 rue des Trembles. Dans le quartier de la Villeneuve. Alors, une 4e. Alors, on en a une à Vienne, une à Bourgoin, on en avait une à Grenoble et on en a une 2e, c'est ça? Voilà, on en avait une à Grenoble, à Europol, qui a déménagé là, il n'y a pas très longtemps. Et là, on a fait l'inauguration à la Villeneuve, en plein cœur des quartiers politiques de la ville, parce qu'on veut ouvrir l'accès et le droit à l'initiative économique pour tous les habitants des quartiers politiques de la ville. Donc, dans le sud de Grenoble, on va y revenir. Avant ça, quelques chiffres pour 2025 ici en Isère. L'ADI, c'est 2200 personnes accueillies. Oui. 2200 personnes accueillies, plus de 1000 rencontrées en rendez-vous individuel
Et puis, vous l'avez dit, 600 personnes financées et accompagnées. Une partie pour la création d'entreprises et une partie pour l'accès à la mobilité, puisqu'on fait aussi des microcrédits pour faciliter le retour à l'emploi. Voilà, le retour à l'emploi est souvent lié à la mobilité. On pense notamment à certaines zones un peu plus rurales. Une centaine de personnes qui ont été aidées pour ces questions de mobilité. Ça prend quelle forme ? En fait, c'est un microcrédit en général d'une valeur de 4 000 à 5 000 euros qui permet de réparer la voiture, de changer la voiture ou aussi de passer le permis. Ouais, c'est important. Alors l'autre frein, c'est évidemment les finances. L'autre frein à la création d'entreprise, c'est les finances, les premiers milliers d'argent qu'il faut pour créer l'activité. Et l'ADI, alors, accompagne, conseille et cofinance, c'est ça ? Tout à fait. En fait, l'ADI se bat depuis 35 ans pour donner le droit à l'initiative à tous, notamment dans les quartiers politiques de la ville, où le désir d'entreprendre est très important. Il est plus important que dans le reste de la population. En revanche, la proportion des habitants qui sont à la tête d'une entreprise dans les quartiers politiques de la ville est 5 fois moins élevée que dans le reste de la France. Comment on l'explique ? Donc ça, c'est un énorme gâchis. En fait, et nous voulons en fait lever tous les freins, tous les obstacles, et notamment les représentations que les habitants peuvent avoir de la création d'entreprise, qui bloquent l'initiative. On se dit c'est pas pour moi, on se dit j'ai pas le capital, on se dit j'ai pas les compétences. C'est pour ça que l'ADI propose aujourd'hui des solutions de financement, de conseils, d'accompagnement ouverts à tous. Donc vous recevez les porteurs de projets, vous les accompagnez, vous les aidez à monter leur dossier administratif et vous les aidez à financer les premiers pas. Tout à fait. En fait, l'ADI, c'est un organisme de microcrédit. On finance la création d'entreprises jusqu'à 12 000 euros pour les personnes qui viennent nous voir pour la première fois. Et à travers un accompagnement individuel et collectif, on peut donc les aider à monter le projet, à trouver la bonne solution de financement et surtout, on le verra avec Céline, à les accompagner dans la durée à travers des clubs d'entrepreneurs. Alors, qui sont ces entrepreneurs aidés ? Quel profil est-ce qu'ils ont ? En fait, c'est tous ceux qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc, pour tout un tas de raisons, on peut ne pas avoir accès au crédit bancaire, soit parce qu'on a perdu son emploi, soit parce qu'on n'a pas d'apport personnel, soit parce qu'on n'a pas forcément les diplômes qui correspondent. Malgré tous ces obstacles, malgré le fait qu'on n'ait pas accès à ce financement, l'ADI peut proposer donc ces solutions. Et malgré tout ça, on peut devenir chef d'entreprise, du coup. On peut et surtout on réussit à être entrepreneur puisqu'on fait des études de pérennité très régulièrement et 80% des entrepreneurs qu'on finance sont encore présents 3 ans après la création d'entreprise. Quelques exemples, du coup, avant qu'on en vienne à l'exemple de Céline, d'entreprises et de secteurs que vous avez aidés ? Alors, c'est très, très varié, puisqu'avec 4 500 euros en moyenne, on peut ouvrir tout un tas de commerces. Alors, ça peut être des commerces, des magasins, de la restauration rapide, des pâtissiers qu'on peut financer, des métiers du bâtiment, par exemple la plomberie, l'électricien, les peintres également. Tous les services à la personne également sont très, très représentés à l'ADI. Bon, et puis on en peut aussi aider des créateurs de jardins. Hein, Céline, c'est bien ça. Vous avez lancé votre entreprise grâce à l'ADI, créatrice de jardins, c'est bien ça ? C'est ça. Je conçois les jardins, je dessine les plans, je choisis les plantes et surtout je conseille les particuliers. Parce qu'il n'y a rien qui me fait plus mal au cœur que des gens qui ont investi du temps, de l'énergie et de l'argent dans le choix des plantes de leur jardin pour au final s'apercevoir 10 ans après que l'arbre il est trop près de la maison ou de sa propre maison ou de celle du voisin. Donc votre entreprise s'appelle La Rosée Conception, vous êtes installé à Saint-Égrève, vous avez fait des études du paysage. Quel était le frein pour vous ? Pourquoi passer par l'ADI pour créer une entreprise finalement ? Je pense que dans mon entourage, on n'avait pas forcément, enfin ça avait sauté une génération, on n'avait pas forcément l'esprit d'entreprendre. Le salariat était vu comme quelque chose de confortable et de sécurisant, surtout par les temps qui courent. C'était quelque chose qui paraissait difficile, insurmontable. Si j'avais pas eu un membre de ma famille, ma tante pour ne pas la nommer, qui m'avait dit « mais si, mais en fait pas toute seule », je pense que j'aurais jamais sauté le pas. Et ce pas toute seule, vous êtes allé le chercher à l'ADI ? C'est ça. Il y avait une journée de la femme, justement, pourquoi pas entreprendre, même quand on est une femme, où j'ai pu rencontrer l'ADI. Et c'est ce que je suis venue chercher au-delà d'un financement, c'était vraiment un accompagnement. Alors précisément, cet accompagnement, il s'est traduit comment ? Alors, il y a notamment 3 jours de formation qui posent les bases quand on veut lancer son entreprise au niveau administratif, au niveau gestion. Qui permet de se dire, à la fin de la journée, c'est peut-être possible de se lancer sans que ce soit le parcours du combattant qu'on nous a largement décrit. Vous avez aussi bénéficié du microcrédit, du coup ?
Tout à fait. Qui vous a permis d'acquérir le premier matériel, qui vous a permis de financer quoi? Alors, dans ma partie, on utilise beaucoup de logiciels de conception. Il y a beaucoup de logiciels qui sont sur des modèles maintenant récurrents. Donc, toutes les années, il faut payer la licence. On entre aussi dans l'ère du digital avec de la 3D, de l'intelligence artificielle, tout ça qui rentre en compte. Et donc, ça m'a permis d'acheter mon matériel, mes licences de logiciels et financer un peu de communication. Ouais, Benoît, ce microcrédit, il est important pour même, rien ne serait-ce qu'avoir un peu de trésorerie au départ? Oui, c'est essentiel pour la trésorerie, pour faire les premiers investissements. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ADI est un partenaire dans la durée. Donc on intervient effectivement sur les sommes assez modestes au départ, 4 500 € de prêt en moyenne, mais on peut réintervenir autant que de besoin pour accompagner le développement de l'entreprise. Oui, vous me disiez que vous aviez notamment aidé quelqu'un à acheter un food truck après avoir lancé son entreprise. Tout à fait. En fait, au départ, on démarre avec un barnum, on fait les marchés, et puis progressivement, une fois que l'entrepreneur a trouvé sa clientèle, a trouvé son mode de fonctionnement, qu'il est aussi plus sûr de son coût, eh bien, on peut financer davantage. Et là, effectivement, un food truck permet de développer encore plus son activité. Oui, c'est un suivi, il a dit, à long terme. Hein. C'est un suivi, bon, Céline ne l'a pas encore tout à fait évoqué, mais on a ces formations en Isère qui ont accompagné plus de 180 personnes, c'est J'entreprends avec l'ADI, des formations qu'on fait maintenant au cœur des quartiers politiques de la ville. Donc ça, on en est très fiers et je voudrais vraiment saluer les équipes salariées et bénévoles pour tout ce qu'ils font sur le terrain. Et puis aussi, on a ce club d'entrepreneurs initié par les salariés et les bénévoles de l'association auquel Céline participe. Oui, c'est un club des créateurs, donc vous faites partie de ce club des créateurs maintenant, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, ça permet d'échanger sur nos problématiques. On a parfois aussi de l'apport de contenu extérieur, justement grâce aux bénévoles qui entourent l'ADI et qui vraiment sont engagés dans le fait de nous aider à développer nos entreprises. Et toutes les démarches qu'on peut faire entre nous, l'entraide entre les dirigeants, c'est une sorte de premier réseau professionnel qu'on se crée et qui nous aide beaucoup à avancer. Bon, un accompagnement plutôt efficace puisque 8 entreprises sur 10 sont encore en activité après 5 ans de création. Oui. Hein. Donc c'est plutôt un bon palmarès. Tout à fait, c'est un super résultat, on en est très fiers. L'ADI, c'est aussi une solution pour créer son entreprise, mais c'est aussi une solution pour retrouver une place dans la société. Et même si on ne réussit pas, les entrepreneurs, à tous les coups, les entrepreneurs sont très satisfaits de leur expérience et sont insérés à 93%, c'est-à-dire qu'ils rebondissent en retrouvant un emploi, en retrouvant une place et une dignité dans la société. Donc tout le monde est content en fait. Céline, 3 ans après la création, ça donne quoi? Les chiffres sont bons, le business plan est tenu? Ça se porte bien, ouais. ça évolue et j'espère que ça va continuer. Bon, on va vous aider. Donc la Rosée Conception, si vous avez un jardin à concevoir, à imaginer, à orchestrer pour éviter les désillusions, Céline Roland est à votre disposition. Merci beaucoup, merci Benoît Prudhomme. On rappelle que l'ADI à Grenoble, donc c'est rue Aimé Béret dans le quartier Europol et désormais rue des Trembles. Et puis des activités qui se décentralisent aussi. Vous serez bientôt dans le pays de Saint-Marcelin? Oui, à Chattes, à la boîte à essais, le vendredi 27 février. On organise des événements comme ça dans tout le département. Et si je puis me permettre de lancer un appel aussi aux dons de bénévoles, puisque voilà, si vous voulez aider l'association, on recherche des bénévoles pour développer notre impact et aider encore davantage d'entrepreneurs. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans toutes les agences, Vienne, Bourgoin et Grenoble. Des bénévoles pour accueillir, pour conseiller, pour guider ces jeunes créateurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, créateurs d'entreprise. Merci infiniment Benoît, merci Céline. On vous libère parce que je sais que le temps est compté. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Également dans Alpes Décideurs, on en vient aux compagnons du Tour de France. Compagnons du Tour de France installés à Grenoble et à Échirolles avec Arnaud Desjonquers. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être également sur notre plateau. Donc tout le monde connaît les compagnons du Tour de France. On a beaucoup parlé d'eux ces dernières années pour la reconstitution, pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Un travail remarquable. Qui a permis de remettre bien en lumière et de valoriser tout le savoir-faire et puis tous ces métiers du bâtiment qui ont besoin de visibilité et voilà, pour se faire connaître auprès des jeunes. Les entreprises en ont besoin et ce sont des métiers fabuleux. Des compagnons que vous qualifiez de bâtisseurs de compétences. Oui, tout à fait. C'est
les compagnons sont, le compagnonnage, qui est une modalité d'apprentissage tout à fait particulière, historique, qui remonte au Moyen-Âge. Ah oui, le Moyen-Âge. Oui, voilà, Moyen-Âge, c'est déjà pas mal. Ça fait un en tout cas, pour ce qui est scientifiquement prouvé, après, il y a les mythes, mais ça, c'est autre chose. Donc, effectivement, une modalité d'apprentissage qui est éprouvée, qui a su s'adapter. Je crois que l'adaptation, on en parlera un petit peu tout à l'heure également. C'est peut-être une des particularités importantes des compagnons. Et effectivement, bâtisseurs, parce que nous sommes dans le bâtiment et parce que ce qui va démarquer un jeune formé chez les compagnons, ce sera bien entendu ses compétences, mais également son savoir-être. On a besoin de jeunes et de futurs professionnels avec de l'or dans les mains et puis également un savoir-être professionnel qui sait s'adapter. On voit l'image des jeunes là précisément. Alors le centre est à Échirolles. Alors on va rappeler que c'est un système de formation qui est basé sur l'alternance, Tout à fait. avec des cours en centre d'apprentissage et un parcours chez les professionnels. C'est ça, une alternance classique, 4 semaines en entreprise et 2 semaines dans nos centres de formation. Alors on voit là des jeunes qui travaillent le bois. Quel type de métier est-ce qu'on apprend ? Alors au niveau d'Échirolles, donc on a 3 métiers dans le bois, le métier de la charpente, le métier de la menuiserie pour tous les ouvrages du bâtiment, donc fenêtres, escaliers, portes, etc. Et puis également de l'ébénisterie, donc pour la partie plutôt mobilier, l'ébénisterie qui est un métier d'art. Et puis il y a tous les métiers du bâtiment, de la construction généralement. Voilà, tout à fait. Donc on a également le métier de la couverture qui vient compléter le métier de la charpente. Étant donné aussi que dans le Dauphiné, ce sont très souvent les mêmes entreprises qui font les deux activités. Et puis on a des métiers plutôt dits de la finition. Et néanmoins, métier avec une consonance artistique également importante et de forte technicité, donc sont la plâtrerie et la peinture. À Échirolles, c'est combien 400 personnes qui sont formées chaque année à peu près ? Oui, voilà, c'est ça. On a à peu près 400 apprenants qui passent dans nos centres de formation chaque année. Du CAP Du CAP, donc après la 3e, ou pour des jeunes pendant ou juste après le lycée, on leur conseille plutôt de passer le bac. Des jeunes qui ont du mal à se retrouver dans un système scolaire classique, qui ont besoin de sens, qui ont besoin de toucher de la matière, de réaliser, de construire. Et donc, un nombre important de ces jeunes se retrouvent dans le centre de formation. Et puis, on trouve après, un petit peu à tous les âges de la vie, des personnes qui, soit y compris à la sortie de leurs études ou après l'expérience professionnelle, souhaitent également se réorienter et revenir à un métier qui a du sens. Et avec il y a aussi des formations pour adultes. Tout à fait, oui. On forme des jeunes de 15 à 65 ans. Une filière des jeunes de 65 ans. Mais tout à fait. Ça me fait plaisir. Moi, je suis d'accord. Une filière d'excellence, d'engagement, de savoir-être, disiez-vous ? Oui. Alors ça, c'est l'héritage des compagnons, puisque nous avons une double activité, l'activité de jour avec les 400 apprenants dont on parlait, l'ensemble de ces métiers. Et puis, on a également des cours du soir, puisqu'on accueille à Grenoble, on est une des 15 villes de France qui accueillons des jeunes qui ont plutôt entre 17 et 25 ans et qui font le tour de France, donc qui passent 1 an par ville. L'objectif étant de continuer à se former, de former avec les compagnons sur place, donc des personnes plus âgées, puisque l'ADN du compagnonnage, c'est la transmission. Et donc, ce Tour de France, c'est le Graal, il faut le dire. C'est d'abord, ça dure très longtemps et ça permet de faire, comme son nom l'indique, des escales un peu partout en France et donc de changer de compagnons, de maître formateur. C'est ça. Alors, historiquement, le principe était d'apprendre les différentes techniques des différentes régions. On est bien entendu dans un monde qui s'est bien industrialisé. Alors, cette dimension-là existe encore dans beaucoup de métiers. Mais effectivement, le principe du Tour de France est d'aller s'enrichir, à la fois donc, humainement et techniquement,
et au bout d'un parcours qui dure plusieurs années, d'être reçu par ses pairs. Donc ça n'est pas une durée fixe, c'est pas un diplôme. Il faut savoir démontrer ses compétences, sa technicité par une maquette ou qu'on appelle également le chef-d'œuvre chez les compagnons. Et puis également un point important, son savoir-être. Et puisque le Tour de France est quand même très fortement basé sur le collectif, la vie en collectivité, et puisque c'est vraiment le travail et le collectif qui sont, enfin à mon sens en tout cas, ce qui conduit à l'excellence des compagnons. Longue tradition de transmission, de partage, de savoir-faire et de savoir-être, le compagnonnage. La Fédération des compagnons du Tour de France à Grenoble et Chirol, en ce moment, mène des portes ouvertes. Tout à fait. On est en campagne de recrutement pour la saison prochaine. Donc on a des journées portes ouvertes le samedi 7 mars et puis le mercredi 15 avril. Comment ça se passe les sélections? C'est sur entretien? Alors d'abord, on vous invite à venir visiter nos locaux, effectivement. C'est important, notamment pour les jeunes qui ont... quand on a 15 ans, c'est quand même pas très simple de choisir un métier, de s'orienter. Est-ce que ça va être la couverture, la peinture, etc. Donc voilà, on offre cette possibilité-là de passer des journées dans nos ateliers. Et par la suite, il s'agit de se préinscrire sur un site internet. Et puis, effectivement, de passer un entretien qui n'est pas un entretien de sélection en tant que tel, mais plutôt un entretien de motivation et de comprendre où en sont les jeunes de leur recherche d'entreprise, puisque nous sommes dans le cadre de l'apprentissage et que pour rentrer chez nous, eh bien, il faut, bien entendu, trouver une entreprise qui accepte de vous prendre en contrat d'apprentissage pour l'année ou les 2 années à venir. La règle de l'alternance. Tout Merci beaucoup Arnaud Desjonquers, la Fédération des compagnons du Tour de France à Grenoble et Chirol. Des portes ouvertes, vous nous le disiez, le 7 mars et le 15 avril prochain. Le rendez-vous est pris. Vous restez avec nous, Alpes Décideurs et un plateau choral aujourd'hui pour mettre en valeur aussi le commerce local, que ce soit dans les centres-villes ou au cœur de nos villages. Le commerce vit de profondes mutations et doit s'adapter à l'évolution de consommation des ménages. Si le shopping urbain a tendance à reculer de plus en plus, l'exigence de services, de proximité, lui, grandit. On en parle avec Emmanuel Lenoir, c'est le président de La Belle Ville à Grenoble. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. La Belle Ville, c'est quoi ? 300 commerçants grenoblois? Oui, environ 300 commerçants grenoblois, principalement sur le centre-ville de Grenoble. Alors vous en êtes vous-même de ces commerçants, vous êtes boulanger. Oui, c'est important de savoir, quand on parle du commerce, de savoir ce que c'est que le commerce. Bon, puis la boulangerie, on ne peut pas faire effectivement plus local. Vous avez une quarantaine de salariés, 5 boulangeries à Grenoble, et vous êtes président depuis 2020, je crois, c'est ça? C'est exact. Après le Covid, et puis ma situation me permet justement d'évoluer un peu dans cette historique, puisque la boulangerie est quand même assez ancienne. Alors en France, en 2024, les commerces de centre-ville ne réalisent plus que 11% du chiffre d'affaires du commerce de détail, contre 67% pour les commerces de périphérie. On le voit bien, la part du shopping urbain, je le disais, diminue. On ne va plus en ville pour la même chose qu'il y a 20 ou 30 ans. Absolument. Et pourtant, ce n'est pas faute de communiquer, parce qu'aujourd'hui, on invite les clients, les personnes à venir commercer en ville. Mais effectivement, ce n'est pas aussi simple que ça. En tout cas, aussi simple qu'il y a 20 ans. La concurrence est un peu plus rude. On constate une montée en puissance des services, de la demande de services. Est-ce que vous le ressentez ici à Grenoble, par exemple ? Oui, bien sûr, parce qu'on a différents thèmes dans le commerce. On a le commerce alimentaire traditionnel, on a le commerce à la personne, le commerce, l'équipement de la maison, mais aussi maintenant le service qui prend une importance, qui prend une grosse part dans cette activité. Et on le voit aujourd'hui, c'est eux qui sortent un peu le commerce, qui sortent des chiffres positifs. Ça veut dire qu'un commerce traditionnel doit aussi maintenant savoir proposer du service ? Alors oui, donc moi j'évoquais le commerce dit de service à la personne, mais effectivement le commerce classique doit effectivement
Le client a complètement changé, le consommateur a changé, donc il doit s'adapter au consommateur, notamment par rapport aux horaires de travail. N'oublions pas qu'il y a le télétravail. Effectivement, aujourd'hui, on voit la livraison à domicile, on voit tout un tas de choses qui peuvent se mettre en place parce que le digital est intervenu, et c'est tant mieux. Mais il faut que le commerçant s'adapte à cette évolution, à ce contexte qui est hyper, hyper important. Parmi les autres points qu'on peut remarquer, c'est une consommation de ces commerces de centre-ville davantage fait par les résidents. De moins en moins de personnes viennent de l'extérieur, d'où l'importance d'aménager la ville et de vivre avec les résidents, ceux qui logent sur place. Je dis une bêtise ou pas ? Alors oui, le commerce de résidence a son importance. Par contre, un commerce aujourd'hui classique ne peut pas vivre qu'avec les résidents. On ne pourrait pas vivre qu'avec l'intra-Grenoble, c'est pas possible. Ça, alors, toutes les études le montrent. Et aujourd'hui, il faut effectivement tenir compte de la voiture dans la ville et de la place de la voiture dans l'environnement. Mais ça veut dire qu'effectivement, il faut aménager la mobilité, l'accessibilité dans les centres-villes. Ça, c'est un thème pas que propre à Grenoble, c'est un thème que l'on retrouve au niveau national. Mais l'accessibilité, la mobilité, c'est ce qui va faire grandir le commerce. On disait il y a quelque temps, pas de parking, pas de commerce. Donc on le voit, et on le voit avec les centres commerciaux. La grosse bataille en ce moment, effectivement, c'est que le parking est gratuit. Combien de temps, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'effectivement, ça facilite le commerce, et souvent il est à côté des boutiques. Oui, il est facile et gratuit. Il n'y a pas que la gratuité, à mon sens. Donc, plusieurs défis, on le voit. Soigner l'image, l'accessibilité, vous le disiez, l'ambiance. Les clients sont de plus en plus à la recherche d'une expérience. Absolument. On vient pas au centre-ville pour un commerce. On vient pour vivre une expérience. Et notre chance, à nous, c'est qu'effectivement, on a tout ce poids de l'histoire qui fait qu'aujourd'hui, vous n'aurez jamais, je dis bien jamais, on ne pourra pas refaire, même si certains centres commerciaux nous ont copiés puisqu'ils ont fait des rues, mais on ne pourra pas inventer un musée, on ne pourra pas inventer un hall d'immeuble, on ne pourra pas inventer un mur, on ne pourra pas inventer l'histoire, le patrimoine, etc. Ça, c'est impossible, et ça, c'est notre chance. Il faut qu'effectivement, on utilise tous ces moyens. On a un atout, il faut l'utiliser, il faut le mettre en avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille avec Grenoble Alpes, avec l'Office du tourisme, pour justement mettre en avant cette expérience et faire en sorte que le client qui vient faire du shopping va profiter de sa visite dans un musée ou un patrimoine pour prendre un café sur une place typique de Grenoble ou visiter des commerces. Et finalement, après, au commerce de s'adapter pour dire, voilà, moi j'ai ça et ça à vous proposer. Ce travail partenarial, il est important pour l'association que vous présidez, du coup, parce que ça veut dire qu'il faut savoir travailler avec les professionnels du tourisme, avec les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration. Enfin, c'est un vrai travail de maillage que vous faites. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vraiment, pas honte à le dire, j'ai besoin de tous les acteurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient consulaires, qu'ils soient privés. Personne ne sait ce que sera que le commerce de proximité demain. On sait dire un certain nombre de choses, on a des chiffres sur l'évolution, mais personne ne le sait dire. Effectivement, aujourd'hui, le digital a pris une certaine place, le consommateur a évolué, mais la chance que l'on a, c'est qu'avec les consulaires, avec les élus, on a accès à des études qui nous aident aussi à positionner le commerce de demain. Avec les partenaires est également vrai, puisqu'ils font des études sur le commerce de proximité. Ce qui est sûr, c'est que le gâteau, pour l'instant, il n'est pas en train d'augmenter. Il se morcelle, mais il faut que nous, on prenne notre part. Et ce qui est sûr, en tout cas tant que je serai président de l'association de la Belleville, c'est que je crois au commerce physique, mais il faut qu'il s'adapte, tenant compte des évolutions de demain. Alors on le disait, il faut aussi créer de l'expérience pour attirer les gens dans les centres urbains. Les animations peuvent y concourir. C'est pas toujours facile d'être innovant, mais c'est essentiel. C'est essentiel. Aujourd'hui, la Belleville a évolué dans ses statuts, puisqu'au départ c'était juste une association de fédération. Aujourd'hui, c'est véritablement, elle se positionne comme l'association des commerçants de Grenoble. Donc à ce titre-là, elle est vraiment en direct. Et on le voit bien, aujourd'hui on a pris notre place dans l'animation avec la belle braderie que l'on fait au mois de septembre. Maintenant, aujourd'hui, c'est la deuxième année, on a fait la parade des lutins. On essaie de chercher des événements forts sur Grenoble pour justement attirer du monde. Et on le voit, ça marche. Alors, on voudrait le faire tous les jours. Mais bon, ça, c'est encore une autre difficulté. En tout cas, nous, notre rôle, effectivement, est d'animer, et nos adhérents, nos commerçants nous le disent. Dans nos rôles, dans nos principaux rôles, l'animation ressort, la représentation ressort, et puis surtout aussi le fait d'être, on l'évoquait tout à l'heure,
d'être un regroupement, un rassemblement, parce que dans ces moments difficiles que nous vivons aujourd'hui, le commerce, on a besoin de se soutenir et on a besoin de parler, parce que soit, comme j'ai souvent l'occasion de le dire, soit on se replie sur soi-même et il y a peu de chances, malheureusement, il y a peu de chances de s'en sortir, soit on s'ouvre et on partage nos expériences et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Le défi économique, alors on a parlé de pas mal de défis, mais celui-ci, c'est celui du tiroir caisse, celui des marges. On imagine bien qu'un commerce qui a pignon sur rue n'a pas les mêmes marges, on va dire, qu'un commerce virtuel. Oui, tout à fait. Et j'ai souvent l'occasion de le dire, c'est qu'aujourd'hui, on pilote un avion, on est au volant, aux commandes de l'avion, mais tout le cockpit, pour l'instant, tout le tableau de bord, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont en rouge. Et alors qu'avant, on avait 1 ou 2 indicateurs, on pouvait corriger, parce que c'était encore possible. Mais quand vous avez tous les indicateurs en rouge, il faut vraiment faire preuve de chef d'entreprise. Le commerçant, avant, il faisait son produit, son service, il faisait ses heures, bon, il faisait beaucoup d'heures, etc. Il faisait son produit et son service, et voilà, ça passait, parce que l'environnement tolérait un certain nombre d'erreurs, je vais dire, mais aujourd'hui, il ne tolère plus rien du tout. Donc, effectivement, il faut tout regarder, l'électricité, tout ce qui peut intervenir dans la notion de marge. La notion de chiffre d'affaires n'est plus suffisante. Vous pouvez faire du chiffre d'affaires. Alors, d'abord, on n'est pas à 2 chiffres, on n'est pas en augmentation à 2 chiffres. C'est quand vous avez la chance d'être en positif, après, il faut jouer sur les coûts. Et les coûts, il faut les contrôler. Et ça, c'est en plus de l'activité du commerçant qui, en règle générale, se lève tôt et se couche tard. Et il faut qu'il ait véritablement fasse de la gestion de son commerce. François, c'est un virage à négocier qui est assez délicat là, pour le commerce de proximité. Je suis toujours un peu méfiant quand on parle de virage, parce qu'un virage à négocier, que ce soit dans le commerce ou dans d'autres activités, on a le sentiment qu'une fois qu'on a pris le virage, c'est bon. Et mon sentiment, c'est plutôt qu'on est dans un monde d'accélération et qu'il y aura des évolutions et que voilà. Le virage sera permanent. J'allais faire une transition avec l'Alpe d'Huez, mais c'est un peu ça, avec des épingles à cheveux et un peu en côte, quoi. Donc, faut à la fois aller vite, mais être endurant. Donc, c'est un équilibre. Mais je crois qu'il ne faut surtout pas se dire qu'il y a des virages ou des changements, parce que ça induirait qu'une fois que c'est fait. Et moi, je pense qu'on est dans un monde, mais dans tous les domaines, d'adaptation et d'accélération des cycles, ce qui est passionnant, mais difficile. On sait qu'il n'y a que 21 virages, on va peut-être essayer d'y arriver, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait que 21. Merci en tout cas Emmanuel Lenoir. On comprend bien en tout cas que booster l'attractivité des centres-villes, c'est une approche globale. Vous nous l'avez expliqué, à la fois adapter l'offre commerçante, mais aussi imaginer des partenariats, des aménagements urbains qui soient agréables, apaisés. C'est aussi penser la complémentarité entre l'habitat et l'activité. Allez, vous le savez, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Et aujourd'hui, donc, une question de Jennifer qui veut des précisions sur ce fameux forum économique de Davos qui s'est tenu fin janvier en Suisse. Il s'est tenu du 19 au 23 janvier, il se tient tous les ans. Alors là, on est loin de l'ADI et du commerce de proximité et des compagnons. Donc c'est un forum qui se tient à Davos, qui est une station de ski plutôt chic en Suisse. Ça a été créé en 1971, donc c'est une forme d'institution. Alors, ça s'appelle le Forum de Davos, mais c'est juste un lieu où les gens se rencontrent. Donc, on y retrouve, quelquefois, on dit les puissants de ce monde, entre guillemets. Donc, des patrons de multinationales, des politiques, des très grandes ONG, des banquiers, quelques milliardaires investisseurs. Et tous ces gens-là se rencontrent pendant 3-4 jours. Il y a des conférences qui sont menées par des grands économistes, des grands penseurs ou des très grands noms. Et ils échangent sur une thématique qu'ils choisissent, que les organisateurs choisissent. Donc cette année, c'était améliorer l'état du monde. 3000 participants environ par an. Et pour améliorer l'état du monde, la moitié viennent en jet privé. Oui. Donc ça situe aussi le niveau un peu des populations. Alors, à leur décharge, beaucoup viennent aussi en jet privé pour des raisons de sécurité. Parce que s'ils voulaient tous venir en train, quand il y a des grands chefs d'État, des Bill Gates et autres, je ne suis pas sûr que... Allez, on va les excuser comme ça, oui. Donc l'objectif, c'est, pour eux, c'est d'échanger, d'essayer de sortir quelques conclusions. Il y a une partie qui est on, c'est les grandes conférences, voilà. Et il y a une très très grande partie qui est la plus importante, qui est off, c'est-à-dire que tous
tous ces gens-là se retrouvent une fois par an à Davos et peuvent discuter de business, de politique, faire un peu de lobbying. Ouais. Exactement. Quelquefois aussi, il faut se le dire, ça permet de rencontrer discrètement des gens, des chefs d'État qu'on n'a pas forcément envie de rencontrer de façon extrêmement publique parce qu'ils sont un peu sulfureux. Voilà. Mais c'est aussi important parce que pour faire évoluer les choses, si on parle qu'avec des gens avec qui on est d'accord, on ne fait pas bouger. C'est sûr. Donc la diplomatie, c'est aussi de parler avec ceux avec qui on n'est pas d'accord. Voilà, donc ça sert, c'est à la fois des grandes conférences macroéconomiques, voilà, et un forum, donc au sens un peu latin du terme, où les gens se rencontraient sur le forum pour discuter de philosophie. Là, ils se rencontrent sur le forum, ils discutent d'économie pendant 3 jours. Bon, je ne sais pas si ça nous donne vraiment envie d'y aller, mais en tout cas, ça nous a bien expliqué ce que c'était. Déjà, je pense qu'il faut être invité, donc je n'ai pas reçu de carton cette année. Je sais pas. Notre jet ne pourrait pas s'installer. Merci François. Si vous aussi, vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. Allez, un focus de saison qui va nous faire atterrir en montagne à l'Alpe d'Huez. La neige est tombée cet hiver en abondance et nos stations font le plein un peu partout. Une bonne occasion pour nous de nous arrêter sur ces écosystèmes très particuliers et là aussi en pleine évolution, comme les commerces de centre-ville tout à l'heure. Nos stations doivent aussi coller à des nouvelles attentes. On en parle avec Sébastien Mérignarc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Office du tourisme de l'Alpe d'Huez. On va évoquer cet écosystème. Une bonne saison à l'Alpe d'Huez, c'est quoi? C'est 2 millions de journées skieurs, c'est ça? Voilà, on est dans ces chiffres-là, ouais. Cette année, on y sera? On est bien parti pour, en tout cas. On va attendre la fin, mais jusque-là, tout va bien. En tout cas, l'enneigement est bon, la neige est présente. Oui, très particulière. Une grosse chute de neige fin novembre, plus rien pendant 6 semaines, tout le mois de décembre. Donc là, tout le monde a commencé. Et là, un mois de janvier prolixe, on va dire, en termes de chute. Bon, pour les vacances de février, ça s'annonce plutôt bien. Il y a tout ce qu'il faut. Expliquez-nous justement un peu cet écosystème qui gravite autour de l'accueil des touristes. On le rappelle, l'essentiel de l'activité se fait encore en hiver. Alors, c'est à peu près 80-20, effectivement. On a 4 mois et demi de saison d'hiver, 5 mois suivant les aléas climatiques, qui représentent 80% de l'activité, et 3 mois d'été, 2 mois et demi aussi, là, et qui représentent les 20% restants. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est de définir cette activité qui tourne autour du ski, plus exclusivement, mais enfin encore en grande partie autour du ski, avec un nombre d'entreprises, de métiers incalculables. Incalculable, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'Alpe d'Huez, 250 entreprises environ sur le territoire. Donc oui, c'est important parce que si on se rapporte à la déclaration INSEE du dernier recensement, il y a 1300 habitants. Donc 250 entreprises, c'est plutôt performant. Mais évidemment, on change radicalement puisque sur des semaines comme celle qu'on vit en ce moment, la station reçoit 25-26 000 personnes. C'est quoi? C'est 4500 saisonniers en pleine saison? Oui, voilà, un peu plus de 4000 saisonniers en pleine saison, comme en ce moment sur les vacances scolaires françaises. Et quel type d'entreprise? Vous nous dites plusieurs... Le spectre est très large. Ça va de la plus grande, la SATA, la Société d'aménagement de remontée mécanique, qui exploite l'Alpe d'Huez, mais aussi les Deux Alpes, la Grave ou l'Alpe du Grand Serre, et qui compte un peu plus de 1000 salariés au total, jusqu'à l'auto-entrepreneur qui va proposer des services de covoiturage, de déneigement, d'entretien et autres. Donc il y a vraiment un spectre très large, en passant bien sûr par les hébergeurs et tous les commerces qui font vivre la station. Oui, les hôtels, les résidences, oui. Les restaurants, on a parlé des... Bien sûr. Les aménageurs, ça c'est aussi, alors même si ce n'est pas en pleine saison, c'est un investissement souvent important pour les aménageurs. Oui, surtout quand on parlait tout à l'heure de l'immobilier, des prix de l'immobilier, s'il y a bien un territoire où ça continue à monter, et plus raide que la montée de l'Alpe d'Huez en vélo, c'est l'immobilier. Ouais. Donc oui, c'est des investissements importants. Alors heureusement, il n'y a pas de travaux pendant les saisons, mais de toute façon l'hiver, ce sera un petit peu compliqué. Et donc là, ces entreprises-là, on ne les compte pas vraiment sur les 250, c'est souvent extérieur, mais oui, il y a effectivement une très grosse activité parce que les chantiers sont forcément restreints entre les intersaisons d'hiver et d'été. Donc printemps-automne, on travaille beaucoup. Et quand on parle des 4500 saisonniers, on peut effectivement... Alors on pense tout de suite aux pisteurs, aux moniteurs, mais il ne faut pas oublier les serveurs dans les bars, les restaurants, les vendeurs, les loueurs de ski, les agents d'entretien, les agents immobiliers. Oui, honnêtement, quelqu'un qui veut travailler en station, le chômage n'existe pas sur les saisons tout au moins. Il y a vraiment une forte demande, il y a un vrai besoin et c'est excessivement varié. Donc tout le monde peut trouver un emploi qui correspond à ses capacités,
à défaut de ses envies. En France, on estime qu'il y a 250 entreprises et derrière chaque journée de ski, on estime que ce sont 18 500 professionnels qui œuvrent au quotidien pour une journée de ski. Des conducteurs de remontée aux pisteurs, aux dameurs, à ceux qui entretiennent les pistes. Bien sûr, il y a les emplois directs et au niveau national, on estime ça à peu près à 120-130 000 emplois directs dans les stations. Mais pour aller dans les stations, pour damer la piste, il faut construire la dameuse. Pour skier, il faut construire les skis. Donc il y a aussi les emplois indirects qui sont chiffrés autour de 500 000. Donc oui, c'est une réelle économie et une activité qui dépasse largement les vallées. Ouais, le tourisme hiver, mais on l'avait dit dans une de vos chroniques, François, le tourisme de montagne en hiver, c'est 10 milliards. 10 milliards d'euros par an, c'est 15% du chiffre d'affaires touristique national. Donc c'est effectivement un poids considérable. Pour revenir plus précisément à votre métier, à l'Office du tourisme, Sébastien, votre métier, vous, c'est la promotion de la station. Comment est-ce qu'on définit une politique marketing d'une station, d'un village ? Alors, d'abord, on se rappelle qu'on ne vend que du loisir. On n'est pas des commerces de bouche où on a la nécessité de manger, on n'est pas un médecin, on est obligé de se soigner ou une pharmacie. Donc, c'est une envie. Donc, je pense que le plus important pour nous tous, c'est d'abord d'écouter le client, d'essayer de le comprendre, ensuite d'imaginer des réponses et puis de piloter tout ça au fur et à mesure pour améliorer. Parce que j'ai trop souvent entendu ou vu, et plus l'échelon monte, plus on s'éloigne du terrain, plus on entend des grandes directives, des prédications en disant il va falloir faire... Et en fait, la réalité du terrain, c'est le vacancier qui vient et qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il veut, comment il veut le vivre. On parlait de l'évolution de la clientèle, évidemment qu'elle évolue. Cette année, l'Alpe d'Huez fête ses 90 ans. Donc je pense qu'il y a 90 ans, quand on a été voir les agriculteurs qui étaient sur place et qu'on l'a dit, on va faire du ski. D'ailleurs, la première piste, ils appelaient ça la piste des idiots, parce que ça leur paraissait stupide de faire de la descente. Ces gens-là ont accepté d'évoluer, de prendre des risques, ont vraiment investi. Alors, avec le recul, on se dit, bien sûr, c'est l'or blanc, ça valait la peine. Mais voilà, et aujourd'hui, on est encore en train d'évoluer, il y a d'autres choses et ça continuera sans cesse, c'est une évidence. Donc je pense que pour une stratégie marketing qui va bien, c'est évidemment connaître son histoire, ses atouts, qui ne sont pas les mêmes forcément d'un côté à l'autre, mais surtout adapter par rapport à la typologie des clientèles et à ses attentes. On le disait tout à l'heure pour le commerce, le client vient aujourd'hui chercher une expérience. Quelle expérience on vient chercher quand on vient à l'Alpe d'Huez skier l'hiver ? Je pense que là, pour le coup, alors, il y a la particularité de chacune des stations, mais c'est vrai que la montagne, au sens large, elle reste aspirationnelle, hiver comme été. Et les premiers éléments qui apparaissent, et ça, c'est assez marquant depuis une dizaine d'années, on va dire, c'est nature, paysage, air pur, ressourcement. Alors qu'il y a 20 ans, les mêmes études auprès des mêmes échantillons de population, c'était ski, nombre de remontées mécaniques, kilomètres de piste. En fait, les attentes ont vraiment changé. On est plus sur du ressenti que sur du quantitatif. Ça s'explique aussi parce qu'aujourd'hui, un skieur skie en moyenne 4 heures par jour, un petit peu moins. Il y a une vingtaine d'années, c'était 6 heures par jour. Alors, il skie autant, même un petit peu plus, mais les engins se sont largement améliorés et nos jambes n'ont pas suivi la progression mécanique. Elles ne sont pas améliorées de 50%, ce qui est le temps qui a été gagné sur les engins. Donc, moins de queue. Donc forcément, il reste plus d'heures à occuper dans la journée. Donc, il y a d'autres attentes au-delà du ski. Et évidemment, aussi pour les accompagnants, les non-skieurs qui sont importants. Il y a eu un touriste particulier qui est intéressant pour vous, c'est le touriste étranger. Comment on le séduit et pourquoi on doit le séduire ? Pourquoi ? Tout simplement parce que les saisons font, comme je vous l'ai dit, 4 mois et demi, 5 mois l'hiver et qu'il y a à peu près 6 voire 8 semaines pour les stations d'altitude qui arrivent à jouer sur les vacances de Pâques. Et donc, on a 18-20 semaines d'occupation. Et évidemment, il n'y a pas toujours le marché en face. Si on élargit un petit peu son spectre, on regarde les pays voisins, frontaliers essentiellement, et on se rend compte qu'ils ont des vacances scolaires aussi décalées. Donc, il y a une attractivité. Puis certains de ces pays, je vais penser au Benelux, donc Hollande, Belgique, Grande-Bretagne, n'ont pas la chance d'avoir des belles montagnes comme on peut avoir et donc ils apprécient le ski, ils sont vraiment demandeurs et ils viennent chez nous. Donc voilà, il y a cette nécessité. Aujourd'hui, ça représente à peu près en hiver un client sur 2 à l'Alpe d'Huez, très concrètement. Il y a des semaines, vous allez trouver 70-75% d'étrangers. Des semaines comme celle-ci où il y en a très peu, puisque c'est les vacances scolaires françaises et pas de pays étrangers en vacances. Donc c'est très variable, mais ça nous permet de lisser la saison et au lieu d'avoir une courbe sinusoïdale plutôt que des grands creux et des grands pics. Et donc évidemment aussi en termes d'entreprise, de business, pour amortir ses investissements, c'est bien agréable d'avoir un flot de clientèle, un fonds de roulement qui est plus important. Puisqu'on parle de la saisonnalité de l'activité, parlons un petit peu de l'été, parce que c'est aussi un des grands défis. Vous le disiez, 20% de l'activité maintenant se fait en été. Bon, l'Alpe d'Huez a la chance de bénéficier de la notoriété du Tour de France.
Oui, l'Alpe d'Huez, c'est vraiment un cas à part, je dirais. Plus on s'éloigne de la France, plus l'Alpe d'Huez est connue pour le vélo plutôt que pour le ski, même si, encore une fois, notre activité majeure reste l'hiver. Donc, on a cette chance. Donc, on doit travailler aussi le contenu, faire connaître le reste. Mais l'été, oui, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, c'était 5% dans les stations d'altitude, l'activité de l'été. Aujourd'hui, c'est plus on va le faire si on a envie ou si on a le temps. C'est une nécessité pour les plans d'amortissement, pour équilibrer le business, pour faire vivre les choses. Et comme je le disais, il y a un côté aussi aspirationnel important des gens sur la montagne l'été. On parlait des vagues de chaleur sur un autre sujet tout à l'heure, et les gens qui veulent monter en altitude. Donc oui, il y a un vrai travail et qui rejoint celui de l'hiver, de la diversification au-delà du ski. Bien sûr, le ski et la glisse restent le moteur majeur, mais c'est ce moteur-là qui nous permet d'investir et de développer d'autres activités, d'autres prestations, d'autres services pour l'hiver, mais évidemment aussi pour l'été. Et on n'oublie jamais que toute cette activité, c'est de l'emploi, c'est de l'activité économique derrière. C'est essentiel à chaque fois de le rappeler. François, des profils variés aujourd'hui dans cette émission, mais avec cette nécessité de s'adapter en permanence. De toute façon, je pense que c'est le mot peut-être qui relie un peu toutes les activités ou toutes nos activités. Voilà. Donc après, la montagne, nous, forcément, c'est quelque chose qu'on regarde de très près, parce que quand on fait dans l'économie régionale, que ce soit Isère ou dans les Deux-Savoie, c'est capital. C'est aussi des métiers non délocalisables par nature. Bon, mais il y a des défis, alors pas trop d'enneigement dans les stations de haute altitude. Les études Climsnow de la CDC montrent que jusqu'en 2050, on va dire, on est tranquille. Après, nos enfants ou nos petits-enfants verront bien. Par contre, il y a quand même aussi des sujets de CO2, de transport, de comment on amène les skieurs, comment on rénove les logements, comment on loge les saisonniers. Enfin, il y a beaucoup de sujets passionnants à traiter dans un équilibre de développement vertueux et durable, qui est un des grands sujets de la montagne. Mais ce qui est assez satisfaisant, c'est que les acteurs de la montagne ne font pas la politique de l'autruche. Ils sont bien tous saisis et très conscients du sujet, donc il y a pas mal de choses qui avancent et puis je suis très optimiste. C'est un vrai beau moteur pour notre région, bien sûr. Des beaux leviers économiques à actionner à l'avenir. Des emplois aussi de bonne qualité, et je ne parle pas de la qualité de vie. Et voilà, j'allais dire, qui est la cerise sur le gâteau. Sébastien Mérignac, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous. Merci François. On se voit bien sûr le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez voir et revoir Alpe Décideur sur Internet, télégrenoble.net. C'était Alpe Décideur avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.